Si vous avez suivi un petit peu le YouTube français récemment, vous avez certainement vu des vidéos autour du « Que sont-ils devenus ?» On en a eu sur la musique, sur le foot, sur le cinéma, et c'est un concept que j'ai vraiment adoré. Se remémorer d'anciennes gloires, replonger dans le passé, et surtout, découvrir des histoires qu'on n'a jamais entendues, c'est trop lourd. Je me suis dit, et si je faisais la même chose sur la NBA ? Franchement, je suis sûr que je vais trouver des dingueries. Quand t'es un joueur en activité, tu peux mener la vie de rockstar, tout le monde connaît ton nom, la presse parle de toi. Par contre, et c'est aussi très vrai pour les grands joueurs, une fois que ta carrière est terminée, tout ça change. À part vraiment les immenses têtes d'affiche ou les mecs qui apparaissent à la télé, 90% des joueurs vont retomber dans l'anonymat. Et si cette vidéo est là aujourd'hui, c'est que j'ai trouvé des choses plutôt intéressantes. Des retours à la réalité compliqués, des reconversions improbables ou des personnes qui retrouvent une vie normale. Il y a de tout. Et avec plus de 4500 joueurs différents qui ont foulé les parquets NBA, on a eu des personnes avec des destins fascinants. Aujourd'hui, je vais revenir sur plein de cas différents, avec des stars, des joueurs connus, des bonnes choses et des moins bonnes. Bref, vous allez voir. Je vous garantis que la vie après la NBA est parfois pleine de surprises. J'espère que vous êtes prêts. On commence. On va débuter avec un joueur que vous ne connaissez peut-être pas si vous suivez la NBA depuis peu de temps. Pourtant, je peux vous garantir que c'était une sacrée grosse star dans les années 90. Je vous présente monsieur Vin Baker. Lorsqu'il était enfant, Vin va passer le plus clair de son temps sur des playgrounds. Et même s'il n'est pas titulaire dans l'équipe de basket du lycée, il va tout doucement gravir les échelons et obtenir une bourse. La bourse, c'est un peu le saint graal pour tous les Américains. Mais quand la seule offre que tu as, c'est pour rejoindre l'université d'Hartford dans le Connecticut, la NBA semble être un rêve un peu inenvisageable. Mais ça a l'avantage d'être pas loin d'où il habite. Malgré des débuts poussifs, Vin va réussir à se montrer, et à ce moment-là, des gens vont commencer à se dire « Merde, le gamin qui joue dans une fac pourrie là, il met quand même 28 points, 11 rebonds et 3 contres. C'est pas si mal quand même !» Et finalement, c'est un peu un coup de poker que vont tenter les Milwaukee Bucks lors de la draft 93. Choisir en numéro 8, un mec de 22 ans qui s'est jamais réellement frotté à des joueurs même corrects, c'est un vrai pari. Mais dès le moment où Vin va poser un orteil au NBA, on va se rendre compte qu'il est prêt pour le haut niveau. Première saison, 14 points, 8 rebonds de moyenne. Deuxième saison, 18 points, 10 rebonds, 4 passes et déjà une sélection pour le All-Star Game. Pourtant, même si individuellement Vin s'éclate, y a rien à dire. Collectivement, les Bucks sont catastrophiques. Et il va déjà, au bout de sa 3e année, montrer des petits signes de faiblesse. Ça passe par des larmes dans le vestiaire, des grosses phases de déprime. Bref, c'est la merde. La vérité, c'est que les Bucks piétinent. Le meilleur résultat de la franchise du Wisconsin, c'est quoi ? Une 9e place lors de la saison 94-95 ? Alors oui, Milwaukee décide de tout changer. Fini le projet Vin Baker. Maintenant, on va tout miser sur Ray Allen. Vin s'envole donc direction Seattle, dans une équipe compétitive avec laquelle il va enfin pouvoir goûter aux playoffs. Et encore une fois, la chute va être brutale. On se consolera en se disant que la première saison était bonne, mais derrière l'équipe passe de 61 victoires, demi-finaliste de conf, à un bilan à peine positif sans playoffs. Pourtant, l'équipe n'a pas tellement changé, mais c'est la goutte de trop pour lui. Et quand je dis goutte de trop, vous allez voir, c'est un symbole assez fort. Parce que pour supporter la pression et l'échec, Vin boit. Il prend 25 kilos, il perd dans presque tous les compartiments du jeu, il manque des matchs, il n'y a plus rien qui va. Alors, il ira quand même toucher l'or olympique avec Team USA en 2000 au JO de Sydney, mais lentement, Vin va perdre pied. On en est rendu à un moment où il se bourre la gueule en déplacement en dépouillant les mini-bars des hôtels, où il boit chez lui après les matchs, où il vient bourrer à l'entraînement. Là c'est fini. Il joue dans plusieurs équipes. Ouais, ça aussi entre entraînement, suspension, cure de désintox et réunion des alcooliques anonymes. Sa vie est devenue un enfer. Quelques mois après ses derniers matchs, il se fera arrêter pour conduite en état d'ivresse et verra sa maison se faire saisir. Clairement, il a touché le fond. Vu comment je le raconte, j'avoue ça fait tout de suite histoire un peu dramatique. Mais si j'ai voulu commencer par Vin Baker pour introduire la vidéo, c'est parce qu'en réalité, il va rebondir d'une manière plutôt inattendue. Après sa carrière, il était complètement ruiné. Et il va trouver le salut dans plein d'activités différentes. Il va d'abord devenir prêtre, puis manager d'un Starbucks.
Ça n'a déjà rien à voir, mais c'est pas fini. Il va passer 2 ans en tant que commentateur pour les Milwaukee Bucks aux alentours de 2016. En parallèle, il va devenir coach personnel pour des joueurs NBA. On l'avait notamment vu avec Giannis Antetokounmpo. Et finalement, en 2021, Vin Baker obtiendra sa première bague de champion. Pas en tant que joueur, évidemment, mais en tant que coach assistant de Mike Budenholzer sur le banc des Bucks. Le gars a eu 1000 vies différentes, et c'est assez incroyable de le raconter comme ça, mais il s'en est sorti quoi. Si vous voulez approfondir le sujet, il a sorti un livre que je vous conseille vraiment, il est incroyable, qui s'appelle God and Starbucks. Il parle de son addiction, de comment il s'en est sorti, c'est vraiment poignant. Si tout le monde ne connaissait pas Vin Baker dans l'histoire précédente, je pense que Tim Duncan, ça doit dire un truc à un peu plus de gens. C'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, 5 fois champion, 15 fois All-Star, MVP des finales, Hall of Famer, maillot retiré, il a tout fait. Et en vérité, sa retraite date d'il y a assez peu de temps. En 2016, après 19 saisons au plus haut niveau, il va tranquillement tirer sa révérence. Et c'est normal. Après autant de temps à bouger à travers les États-Unis, à toujours mettre ton corps à l'épreuve, tu veux te poser un peu. Mine de rien, 2016, c'était déjà il y a 7 ans. Et en 7 ans, il s'en est passé des choses. Moi, je pensais que, comme tout le monde, il allait profiter de sa retraite, voyager, boire des petits cocktails, et pourquoi pas revenir sur le banc. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait, lui, pendant ce temps-là ? Du MMA. Tim Duncan, le mec tout gentil qui se bagarrait pas. Effectivement, et en plus de ce que j'ai cru lire sur internet, il était pas mauvais du tout. À tel point que son entraîneur disait que si on le mettait dans une cage face à un pro, il serait pas ridicule. Ensuite, comme son caractère le laisse présager en soi, il s'est fait un peu discret. Il est revenu en tant qu'assistant coach sur le banc des Spurs, il a fait un match en tant que coach principal, match qu'il a gagné d'ailleurs, mais le coaching c'est pas trop son truc. Après seulement 1 an, il a tout arrêté pour se consacrer à d'autres projets. Puis Greg Popovich a sous-entendu que c'était la meilleure décision, que Tim, le coaching ça collait pas, au moins il aurait essayé. Pendant un temps, il a taffé avec les intérieurs des Spurs, à l'époque LaMarcus Aldridge et Jakob Poeltl, mais c'est tout. Pour le moment, pas de grosse session avec Wembanyama, mais je me dis que si besoin, Tim ne sera jamais bien loin. J'ai vu que cet été, il avait fait un peu de wakeboard, il kiffe sa vie, et il a raison finalement. David Harrison. Alors là, je pense qu'il y a très peu de gens qui se souviennent de lui, donc contrairement aux autres histoires, je pense bien que je dois vous refaire son CV. Et ça va être plutôt rapide finalement, 4 ans en NBA, 4 ans en tant que pivot remplaçant chez les Indiana Pacers. Moyenne statistique un peu claquée, faut dire qu'il arrive dans les années post-Reggie Miller, c'est-à-dire pas la meilleure période dans l'histoire des Pacers. Après, il y avait des bons joueurs, Danny Granger, Jermaine O'Neal, etc. Mais c'est resté une équipe du ventre mou. Et le highlight de sa carrière, c'est presque triste qu'on se souvienne de lui que pour ça, c'est Malice at the Palace. On n'a pas d'image de lui en gros plan, mais il a frappé un homme de 67 ans pendant la mêlée générale dans les gradins. Et pour ça, il va prendre une amende plutôt salée et quelques heures de travaux d'intérêt général. Il va être aussi suspendu quelques matchs pour consommation de marijuana, sinon pas d'autre chose à vous dire. Sa carrière, c'est une carrière ultra banale. David Harrison a empoché au cours de sa carrière la coquette somme de 4 400 000 $. C'est assez confortable pour pouvoir vivre paisiblement jusqu'à la fin de tes jours. Sauf que quand tu sais pas gérer ton argent, ça peut très vite tourner à la catastrophe. 4 ans seulement après son dernier match, David Harrison va se retrouver complètement ruiné. Le truc, c'est qu'il doit nourrir sa famille, et à ce moment-là, t'as 2 choix. Soit tu te morfonds, tu restes dans l'illusion de ta carrière passée, et ça peut mal se terminer, soit tu te bouges et tu prends le premier boulot qui vient. David va choisir la deuxième option, et il va se retrouver à bosser chez McDo. En 4 ans, tu passes de joueur NBA à employé chez McDonald's, ça fait mal. Et c'est un peu ça le risque aussi. Quand t'es dans le système, tu t'imagines que ça va durer éternellement, mais le jour où tu te retrouves en dehors de la ligue, si t'as pas préparé ton après-carrière, là ça craint. Sans diplôme aux États-Unis, tu peux faire que des petits boulots, et c'est marrant de dire gneu, travailler chez McDo, mais la vérité c'est qu'il avait juste pas le choix. Et je sais pas ce que vous en pensez, certes c'est triste, tout ce qu'on veut, mais il s'est sorti de la galère, et perso je trouve ça beau.
Ah, la draft 2003. LeBron James, Dwayne Wade, Carmelo Anthony. Vous vous souvenez de qui était le numéro 2 de cette draft? Ce bon vieux Darko Milicic. Au-delà du fait qu'on a potentiellement le pire choix de l'histoire de la draft, il a quand même eu une carrière NBA et un après-carrière assez incroyable. En 2003 du coup, Cleveland, choix numéro 1, normal ils prennent LeBron James. Et ensuite nous avons les Detroit Pistons. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais à l'époque ils sont vraiment costauds. Ils ont fini deuxième de la conférence Est, et finalement ce pick 2, ils le doivent aux Memphis Grizzlies qui leur avaient filé quelques années plus tôt. Prendre Darko était une décision assez discutable à l'époque, on va pas se mentir, et on ne va pas mettre bien longtemps à se rendre compte de la fraude. Sur sa première saison, il ne joue que 34 matchs, son meilleur total de points c'est 6, et pour couronner le tout, il va se casser la main lors du dernier match des finales NBA, la poisse totale. Malheureusement, c'est la vie, mais il est arrivé dans une équipe trop compétitive pour lui. Son statut de numéro 2 de draft, Larry Brown, son coach, il en avait rien à faire. Et ça va beaucoup affecter Darko, qui comme Vin Baker va venir bourrer aux entraînements pour supporter la situation. Et sa carrière ne va pas décoller plus que ça. Certes, il va jouer dans plein d'équipes différentes, avec à chaque fois l'espoir que peut-être le potentiel d'avoir la draft se révèle, mais on attend toujours. Et si on devait résumer Darko, il y a un passage. Si vous l'avez jamais vu, c'est peut-être la pire interview d'après-match, tout sport confondu. Après un Grèce-Serbie en 2007, il va dégommer les arbitres. Je peux pas mettre la vidéo parce que ce sera censuré par YouTube, mais disons qu'il était pas content et qu'il a dit qu'il allait faire des choses à la maman des arbitres. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, il faut parler de ce qu'il s'est passé après la case NBA. Et encore une fois, c'est du grand art. Darko s'est d'abord lancé dans le kickboxing en 2014, avec un combat que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et c'est le seul que j'ai réussi à retrouver d'ailleurs, donc peut-être que ça a pas duré longtemps cette histoire. Après on a vu des vidéos de lui complètement arraché à des fêtes de village. Et le point final de cette histoire, parce que c'est quand même magnifique, après 12 ans de NBA et 52 millions de dollars empochés, Darko Milicic est devenu fermier. C'est une reconversion plutôt étonnante, mais maintenant, il n'insulte plus la mère des arbitres. Non, ça c'est fini. Maintenant, il cultive des pommes. C'est une belle revanche sur la vie, je trouve, pour quelqu'un qu'on a quand même souvent montré du doigt et qui a beaucoup souffert de la comparaison avec les joueurs de la même draft. Je suis content qu'aujourd'hui il ait trouvé la paix. Si Darko a bien réussi avec ses 52 millions de dollars, vous multipliez ça par 2 et vous obtenez les gains en carrière de Steve Francis. Pick numéro 2 de draft aussi le Steve, et c'est un sacré personnage. Initialement, il est drafté par Vancouver en 1999, mais il va purement et simplement refuser de jouer là-bas. Et si je le mentionne, c'est que normalement c'est une situation qui arrive jamais. Il y en a plein des mecs pas contents d'où ils arrivent, mais dire non c'est mort je viens pas, ça c'est du jamais vu. Il ne va disputer aucune minute sous un maillot des Grizzlies et sera au final envoyé à Houston. Et l'idylle va démarrer comme ça. Un gars qui va amener son style street à la NBA et qui va nous régaler avec ses dunks et ses dribbles de fou. Il va enflammer Houston pendant 5 ans en devenant l'un des leaders de l'équipe, un All-Star indiscutable sans pour autant que l'équipe devienne inarrêtable. Et après cette grosse période au sommet, sa carrière va rapidement plonger. Non, en vrai je suis un menteur. Après son trade à Orlando, il va faire une grosse saison. Mais une seule, et encore une fois dans une équipe pas bien compétitive. Et je sais pas si c'est seulement dû à des blessures ou à son hygiène de vie douteuse, mais à 29 ans, il avait déjà un pied en dehors de la ligue. Il y a eu des petits écarts de comportement qui n'ont pas aidé non plus pour le coup. Tout ça c'est très bien, mais ce qui compte c'est que maintenant Steve a plein de thunes et il peut se lancer dans différents projets. Et Steve, qu'est-ce qu'il aime lui? Le rap. Stop it. Get some help. Mais il se rend compte que finalement ça prend pas. Il est moins fort au micro qu'avec un ballon. Du coup, il va produire des gens et créer son propre label, Maserati Music. Ah, ça a été un gigaflop. Je vous invite à regarder la chaîne YouTube du label. Il comptabilise même pas 300 abonnés avec des vidéos catastrophiques de diapos faits sur PowerPoint avec en fond un petit son rap.
Et ce qui me fume encore plus, c'est qu'entre 2-3 clips, t'as des vidéos moitié highlights de Steve Francis, moitié vidéo de Maserati. Et ça n'a aucun sens. Je sais pas ce que ça fout là. Bref, les clips dépassent rarement les 3000 vues et je pense que le projet a dû mourir à petit feu, étant donné que ça fait 6 ans que rien n'a été posté. Mais Steve, c'est pas un gars qui lâche aussi facilement. Non, Steve, il aime le business. Il veut réussir en dehors du basket. Et donc, il va investir dans plein de trucs. Et ça commence par une marque de vêtements, We Are One. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'en actionnaire, il y avait aussi Nick Van Exel et Sam Cassell. Je sais pas ce qu'ils font là-dedans, mais ça me paraît être une marque pas bien folle. On va passer rapidement sur les autres business que Steve a lancés, mais il y a de tout et c'est impressionnant. Entreprise de construction, ligue de boxe, chaîne de restauration, entreprise de jardinage. Le mec a tout fait. J'ai bien l'impression que rien n'a marché plus que ça. S'il y a bien un mec qui a fait l'unanimité par la quantité de mèmes et de moments cultes qu'il a fournis durant sa carrière, c'est bien J.R. Smith. Sans avoir été le meilleur joueur de la ligue, c'était quand même un très bon joueur, mais il a réussi à marquer les gens. Il y a eu des perfs sur le terrain, J.R. Smith on oublie trop souvent, mais c'était un mec capable de sortir des actions de folie. Mais malheureusement, il y a ce moment en 2018 qui va le suivre jusqu'au bout de sa vie je pense, où il a un peu jeté un match de finale NBA. Mais à part ça, les célébrations, l'arrivée en overboard avant les matchs, la parade après le titre de 2016 où il a passé sa vie torse nu, à sa manière il est mythique. Et si on s'est beaucoup moqué de lui, après son aventure NBA, il a voulu concrétiser un de ses plus grands rêves, s'inscrire à l'université. Parce que si vous ne le saviez pas, comme d'autres joueurs avant lui, LeBron James, Kobe Bryant pour ne citer que, J.R. Smith s'est passé directement du lycée à la NBA. Et là, à l'âge de 36 ans, après 16 ans de carrière et 2 titres de champion, il retourne sur les bancs de la fac pour jouer au golf. Et s'il a choisi le golf, c'est tout sauf un hasard. C'est pas forcément un sport qu'il a toujours aimé, mais c'est à l'opposé en tout point au basketball. Fini de toujours devoir préparer ton corps, alterner entraînement collectif et cardio, là t'es tout seul, t'as un sentiment de fraîcheur, de liberté. Au-delà de son image de bad boy tatoué, J.R. Smith, c'est un mec qui a une vie très compliquée. En 2008, il a provoqué un accident de voiture qui a tué son meilleur ami, et c'est une histoire que tout le monde ne connaît pas, mais ça l'a vraiment traumatisé. Et il a d'ailleurs fait un petit séjour en prison pour ça. 30 jours. Je suis d'accord avec vous, c'est pas grand-chose. Et ce genre de choses, forcément, ça t'affecte énormément. Pendant qu'il était chez les Knicks, il a suivi plusieurs thérapies. Ça a toujours été quelqu'un qui a eu une espèce de carapace pour se protéger. Et on s'en rend pas forcément compte, mais le fait qu'il soit toujours moqué comme ça a pas dû l'aider. Et finalement, il a pu trouver dans le golf une bouffée d'air frais après sa carrière. Là, c'est sa 3e année à l'université, donc je pense qu'il est bien parti pour finir son cursus. Et avec du recul, c'est fantastique. Le golf, c'est quand même à l'opposé du caractère qu'avait J.R. Smith sur le terrain. Quoi qu'il arrive, je suis content qu'il trouve un second souffle, mais vous allez voir avec l'histoire suivante que ça ne se passe pas toujours aussi bien. Intéressons-nous désormais à Delonte West. Si on le connaît, si on se souvient de lui, c'est surtout parce qu'il était un coéquipier de LeBron James durant sa première épopée à Cleveland. À l'époque, il est peut-être même pas dans le top 100 des meilleurs joueurs de NBA. Mais ça, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que quand t'as été le meneur titulaire d'une équipe qui a fini première de NBA avec 66 victoires, tu vas avoir des équipes prêtes à te filer un contrat. Après son aventure du côté de Cleveland, du coup, il va s'engager 1 an avec Boston, puis 1 an avec Dallas, sans jamais vraiment trouver sa place. Fin de carrière un peu brutale, un peu triste, je dirais même, à seulement 28 ans. Quelques aventures en Chine, en D-League, mais rien de marquant par la suite. On peut se dire qu'avec plus de 16 millions de dollars engrangés en 9 saisons, normalement tu vas pouvoir vivre confortablement jusqu'à la fin de tes jours. Et c'est bien là tout le problème. Déjà au cours de sa carrière, on a eu des petites histoires qui sont sorties, des petits éléments étranges de ce qui pouvait se passer en dehors des parquets. Possession d'armes illégales, excès de vitesse, violence conjugale. Il faisait des entretiens d'embauche alors qu'il était encore en NBA. Il y avait quelque chose de pas clair autour du cas Delonte West. Si on ajoute à ça le fait qu'il ait été diagnostiqué bipolaire dépressif et qu'il n'ait pas voulu prendre de traitement, ça donne un cocktail explosif.
Et déjà à l'époque, la question qu'on peut se poser, ce n'est pas si, mais plutôt quand tout ça va exploser. On va devoir attendre à peu près 6 ans avant d'entendre à nouveau parler de lui. Pendant 6 ans, il va disparaître des radars avant qu'il ne soit aperçu à Washington en 2020 en train de se faire rouer de coups par un autre homme, puis arrêté par la police locale. Et ce qu'on voit, c'est Delonte, à peine reconnaissable, dans un piteux état, bref, bien loin de ses années NBA. Et ça ne va pas s'arrêter là, puisque quelques semaines plus tard, des photos de lui faisant la manche sortent sur les réseaux, et là il n'y a pas d'autre explication possible, il a tout perdu. Ça fait très mal quand on sait que 10 ans avant, le mec disputait une finale de conférence, quoi. Mais il y a un homme qui va croire en lui. Et cet homme, c'est Mark Cuban, le propriétaire des Dallas Mavericks, qui va tout doucement l'aider à se réinsérer dans la société. Là, on se dit que, allez, c'est bon, les problèmes sont derrière lui. Mais 2 ans plus tard, c'est reparti. Delonte West est de nouveau arrêté par la police. Aujourd'hui, c'est même plus une surprise de voir des vidéos de lui avec des gens qu'il reconnaissent dans la rue et qui se prennent en vidéo avec cette ancienne gloire de la NBA. Je sais pas pour vous, mais ça fait hyper mal au cœur. J'ai vu qu'il avait divorcé 2 fois, qu'il avait potentiellement eu des problèmes de drogue durant son après-carrière, mais avoir cramé 16 millions de dollars et maintenant vivre dans la rue, ça doit être tellement dur. Je sais pas s'il s'en sortira un jour. Honnêtement, il a été aidé, il a eu l'occasion de se remettre sur le droit chemin, mais il est tout le temps revenu au point de départ. Quand on parle des plus gros busts dans l'histoire de la NBA, il y a quelqu'un qu'on mentionne pas assez. Je vous le dis, pour moi il a sa place dans le top 5. Larry Martin. Premier choix de draft en 72, choix des Portland Trail Blazers. Larry Martin, c'est 270 matchs de NBA, 4 saisons pour 5 points et 5 rebonds de moyenne. Autant dire un raté monumental comme on n'en fait plus. Et forcément à l'époque, les salaires étaient beaucoup moins élevés qu'aujourd'hui. Ce qui fait que t'avais des joueurs qui avaient souvent des jobs à côté, et ça peut aller de boucher à pompier, vendeur dans un magasin, à peu près n'importe quoi en soi. Sauf pour les très grosses stars qui en général pouvaient vivre de leur passion. Larry Martin, c'est un joueur en qui on avait beaucoup d'espoir. Le mec a quand même été drafté premier en NBA et 3e en ABA la même année. Mais comme je l'ai dit, carrière vraiment trop compliquée. En 1974, les Blazers vont prendre Bill Walton, qui joue au même poste que lui, et son aventure va tourner court. Du coup, même s'il a eu des offres pour aller jouer en Europe, tout ça, il va refuser de partir des États-Unis. Et par conséquent, si t'as plus le basket pour te fournir un salaire régulier, faut penser à ta reconversion. À ce moment-là, il va se trouver un boulot chez Nike. Et ça, c'était avant que ce soit le mastodonte qu'on connaît aujourd'hui. Pour vous dire, c'était l'époque où les joueurs NBA jouaient encore en Converse. Et quelques années plus tard, il va partir travailler pour UPS en tant que livreur. Donc petit récapitulatif, en 4-5 ans, Larry Martin est passé de numéro 1 de draft, grand espoir du basket américain, à vendeur Nike, puis livreur UPS. Le downfall est quand même sacrément abusé. Un peu plus tôt, j'ai parlé de Steve Francis, qui aimait bien lancer des petits business à droite à gauche. Et c'est un peu le même cas pour le roi dans ce domaine, l'homme qui après sa carrière a eu 1000 idées et 1000 problèmes à la seconde, Shawn Kemp. C'est une autre catégorie de joueurs. Franchement, Shawn Kemp, c'était un titan comparé à certaines personnes que j'ai déjà mentionnées. Si déjà je vous mets ça. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et pourtant, être un joueur énorme, une icône à Seattle, ça ne t'empêchera pas d'avoir une vie compliquée après la NBA. Mais pour comprendre ce qui s'est passé, il faut qu'on revienne en 1997. À ce moment-là, Shawn Kemp est au sommet de son art. Ça fait 8 ans que chaque soir il s'allie des défenses avec son copain Gary Payton, et 1 an auparavant en 96, ils sont passés pas loin, mais alors pas loin de finir champion NBA. Sauf qu'en face, t'avais Michael Jordan, et que maintenant les autres équipes de la conférence Ouest, elles aussi elles veulent leur part du gâteau. Alors je sais pas si c'est uniquement dû à sa saison moyenne, au fait que l'équipe stagne ou à l'élimination prématurée en demi-finale de conf, et Shawn Kemp va être échangé à Cleveland. D'ailleurs, échange dans lequel sera impliqué Vin Baker, on en a parlé tout à l'heure. Et là il va faire illusion 2 ans. Les moyennes restent à peu près pareilles, mais les pourcentages sont affreux. On sent que Seattle c'était sa ville quoi. Là, on n'a plus le même Kemp en face des yeux. Et que ce soit sur ou en dehors des terrains, la fin de carrière est ultra moche. On parle de retard à l'entraînement, ça va, de surpoids très grave, du genre 20 kilos pris sur un été, consommation de drogue dure,
la spéciale descente aux enfers. Bref, la fin de carrière est terrible pour un très très grand nom dans l'histoire de la NBA et ça ne va pas aller en s'améliorant. Juste après cet épisode, c'est là que vont commencer ses déboires avec la justice. À plusieurs reprises, ça va être des arrestations pour possession de drogue. Jamais des quantités de ouf, mais c'est une fois de la Marie-Jeanne, une fois de la farine, et tout ça en l'espace de quelques mois. Et vous commencez à comprendre que ça n'annonce rien de bon. Il a tenté de renouer avec le basket, 3 matchs de pré-saison en Italie, et hop, retour à la maison. Et du coup, en 2008, il tire définitivement un trait sur sa carrière pro. C'est à ce moment-là qu'il va se décider à investir dans plusieurs petits business. Un premier restaurant en 2010, faillite. Un deuxième 5 ans plus tard, encore faillite. Et si pour ces deux-là, on sait que c'était lui l'actionnaire majoritaire, apparemment à Seattle, il a mis des sous dans plein de choses différentes. Et justement, j'ai évoqué un petit peu plus tôt le cannabis. 2014, paf, l'État de Washington légalise la consommation de cannabis. 2020, Shawn Kemp's Cannabis. Petite boutique en plein cœur de Seattle, Gary Payton en guest pour l'ouverture, c'est un carton. J'ai vu sur Google plus de 2700 avis, 4,9 sur 5 de moyenne, ça a l'air d'être un gros truc. Mais cette histoire est loin d'être finie. En réalité, Shawn Kemp, même s'il y a bien son nom sur la devanture et tout, ne détient que 5% de l'entreprise. 5%. En gros, on exploite son nom parce que c'est vendeur, et même si l'entreprise marche, de son côté, c'est peut-être pas la joie financièrement. Et pour finir ce gros morceau, il y a moins d'1 an, il a été arrêté pour son implication dans un drive-by shooting. Ça reste une situation bizarre, j'ai bien l'impression que désormais, si son nom circule, si on entend parler de lui, c'est souvent dans des affaires un peu sombres et pas spécialement pour du positif. Kevin Johnson, Bill Bradley. 2 gros joueurs, 2 joueurs d'époques différentes, mais qui pourtant ont un point commun, leur attrait pour la politique. Alors, à des postes différents, vous allez le voir, mais comme quoi tu peux réussir en NBA et derrière partir dans une branche radicalement différente. Bill Bradley, le plus ancien des deux, c'est peut-être celui que vous connaissez le moins, mais il a eu une carrière hyper cool. Il a été 2 fois champion avec les Knicks, en 70 et 73, il a été nommé 1 fois All-Star, a eu son maillot retiré, intronisé au Hall of Fame, franchement respect. Mais pour moi, c'est son après-carrière qui est vraiment hyper intéressant. Juste après avoir pris sa retraite sportive, il va être élu sénateur des États-Unis, un poste qu'il va occuper pendant plus de 18 ans, et ça va faire de lui un gars hyper respecté et un concurrent sérieux pour devenir le prochain président des États-Unis. Rien que ça. Il était en concurrence avec Al Gore. Je sais pas si vous connaissez, c'était celui qui a perdu face à George Bush en 2000. De ce que j'ai cru lire, c'était un vrai outsider, donc même s'il était soutenu par des gens comme Michael Jordan, Phil Jackson, etc., il avait assez peu de chances de passer. Et la deuxième personne dont je vais parler, Kevin Johnson, pas du tout le même style de joueur, mais là aussi un palmarès NBA bien conséquent. 3 sélections All-Star, un titre de MIP, une finale NBA en 93. Lui, je pense que peut-être vous avez un peu plus son nom en tête. Il a joué une petite année pour Cleveland en 87, sinon l'essentiel de sa carrière, il l'a passé du côté de Phoenix. Pourtant, Kevin est un mec de Sacramento à la base, et il est toujours resté attaché à sa ville de naissance. Et donc en 2008, il s'est présenté aux élections pour devenir maire de la ville. Et cette fois, contrairement à Bill Bradley, il a gagné. 58% des suffrages pour lui, donc belle victoire. Il aura fait 2 mandats de 4 ans. Et si je parle de lui aujourd'hui, c'est que même en étant loin de la NBA, il a beaucoup contribué à ce qu'elle est aujourd'hui. J'en avais parlé dans ma vidéo sur les Sacramento Kings, quand en 2013, il y a eu des rumeurs plus que sérieuses de rachat et de déménagement de l'équipe, ça a été le premier à se battre pour que ça ne se fasse pas. Entre autres, il a aidé à la vente d'un centre commercial qui, une fois démoli, deviendra le Golden One Center, la nouvelle salle des Kings. C'est 2 personnes très très différentes, mais j'ai trouvé ça super cool que la vie après la NBA puisse offrir des histoires comme ça. On va finir avec la dernière histoire, et elle est incroyable. J'essaie de pas trop la survendre, mais moi ça m'a choqué de fou. Des joueurs européens qui ont marqué les gens, en NBA il y en a eu énormément. Les Tony Parker, Dirk Nowitzki pour les pionniers, maintenant Antetokounmpo, Jokic, Doncic. Et si vous avez fait attention à ce que je viens de dire, j'ai déjà cité 2 joueurs d'Europe de l'Est. On en a beaucoup en ce moment, mais ça fait déjà un petit temps qu'ils intéressent les franchises NBA. Et il y a 12 ans, on avait un joueur qui martyrisait les compétitions européennes et qui a voulu tenter l'expérience NBA.
Nikola Pekovic. Vous vous en souvenez peut-être, c'était l'époque où on croyait encore qu'associer 2 big men dominants ça pouvait marcher. Et ce sont les Minnesota Timberwolves qui ont voulu tenter l'expérience. L'association Kevin Love-Nikola Pekovic au début des années 2010, ça régalait quand même. 40 points, 25 rebonds tous les soirs à eux deux, et dans les bons jours on était même sur du 60-35, un cauchemar. Ensuite, Kevin Love est parti à Cleveland, Pekovic a commencé à se blesser pas mal, et tout doucement sa carrière va plonger. Il y a beaucoup d'Européens qui retentent l'expérience de leur pays d'origine après la NBA, qui vont tenter de retrouver une sorte de seconde jeunesse, mais pas Pekovic. Il sort d'une période de 2-3 ans où il était à la fois joueur NBA, mais aussi président du Partizan Belgrade. Ça devait être vraiment compliqué. Depuis, il a été manager de l'équipe de basket du Monténégro, et c'est désormais le président de la fédération. Donc en soi, il n'est jamais resté très loin de la balle orange. Mais alors, vous pouvez vous demander, qu'est-ce qu'il fout dans cette vidéo ? Eh bien, dès sa retraite, sa vie a pris un tournant assez radical, on va dire. En 2017, la police de Belgrade va retrouver une grande quantité de drogue et des armes à feu dans une voiture au nom de Nikola Pekovic. Et au volant, on avait 2 mafieux très proches de Darko et Duško Šarić. Attendez, je vais faire mes petites recherches, bougez pas. Darko et Duško Šarić. One of the world's most wanted drug lords. The Balkan king of cocaine. Donc il trempe ni plus ni moins qu'avec les barons de la drogue des Balkans, inculpés pour trafic de drogue, subordination de témoins, blanchiment d'argent, meurtre. Des hommes charmants finalement. Et j'ai trouvé une info qui est encore pire. Lors de son passage à la barre pour l'affaire que je viens de vous décrire, Nikola Pekovic a avoué que Darko Šarić était même le parrain de son fils. Ça c'est chaud. Bon, du coup, entre autres, il serait le propriétaire de multiples hôtels, boîtes de nuit qui seraient eux aussi liés à des trucs pas très légaux. De ce que j'ai lu sur internet, Pekovic a l'air d'avoir une sacrée réputation de gangster. Je crois comprendre qu'aujourd'hui, on parle encore de lui, mais pas spécialement pour sa carrière de basketteur. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, j'ai vraiment kiffé toutes ces petites histoires et ça m'a fait réaliser que, NBA ou pas, t'as des gens qui vont mal tourner et au contraire d'autres qui vont très bien s'en sortir. Si vous avez des petites anecdotes sur d'autres joueurs, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'autres dingueries un peu cachées. On n'oublie pas le petit j'aime et le petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine.